Bonjour. Donc, voilà, c'est le troisième cours avant la fin. Il y aura encore 2 cours après celui-là. Et puis ensuite, à partir à peu près de la mi-mai, 13 mai, je crois, ce sera le séminaire avec Madame Chao Zhong, mais sur sur des sujets complètement différents. Alors, on en était venu, nous continuons sur le thème des bols bactriens et pour le moment dans la filière dionysiaque qui constitue probablement le répertoire majoritaire de ces bols qui, je le rappelle, on en connaît actuellement une vingtaine d'exemplaires. Le corpus s'est doublé ces dernières années et il n'y en a pas 2 qui représentent le même thème, ni même des thèmes très apparentés entre eux. Il est très clair qu'on n'a pas 2 bols qui viennent du même atelier. Dans le cas des bols sassanides, des plats sassanides, on soupçonne certains plats qui viennent du même atelier, et en tout cas, il y a des apparentements et des phénomènes d'imitation de l'un à l'autre. Il n'y a pas ça avec les bols bactriens. Alors, j'en viens à cet exemplaire. Bon, la photo d'ensemble n'est pas extrêmement claire, mais bon, c'est l'état du plat, l'état du bol. Je vais donner des détails après qui permettront de mieux voir. C'est un des bols qui est apparu dans le volume Arts of the Hellenized East, le catalogue de l'émir du Koweït, paru en 2015. Alors ici, bon, pour annoncer la couleur, donc voilà, Al-Saba, c'est le nom de la collection. On a un symposium, le modèle est un symposium initiatique dionysiaque est-romain qui a été transposé aux réalités des banquets aristocratiques qu'on peut dire huno-bactriens. Voilà, c'est l'Asie, c'est la Bactriane sous la domination des dynasties successives des Huns. Alors il a été très pertinemment commenté par Prudence Harper dans le catalogue, mais Ankadan et moi, dans un article, disons, en cours de parution, nous sommes avancés un peu plus dans les interprétations. Alors, tout autour, on a donc une série de 8 médaillons incrustés. Hein, on voit la trace du... Voilà, autour, pour bien montrer que ce sont des médaillons à part, on a fait un pointillé, mais techniquement, ça correspond aussi à de véritables incrustations. Ces médaillons portent 4 paires de bustes, où dans chaque paire, on a 2 personnages face à face. Celui de gauche, toujours tête nue, avec des longs cheveux, et celui de droite, on va voir des détails plus précis, toujours casqué, mais ils sont différents les uns des autres. Il y a moitié jeune, moitié homme d'âge mûr. Alors, ces motifs du pourtour sont séparés par un motif complexe, mais dont la genèse est assez claire. C'est un motif de palmette, mais réinterprété, vous voyez, avec un système de nœuds au milieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le nœud d'Héraclès. C'est connu dans l'art gréco-romain, et il y en a aussi, il y a des parallèles sassanides précis. Disons qu'on considère que ça a une fonction magique, apotropaïque. Donc on voit très bien qu'on n'est pas là dans un décor paradisiaque, conventionnel, avec des colonnes et des arches de fantaisie qui séparent les scènes. On est là dans un autre type, dans un autre univers de référence qu'on peut dire, disons, davantage mystique et initiatique. Ça nous annonce déjà la couleur. Alors, au milieu, le motif au fond, comme vous savez, le motif, comme on a déjà vu, le motif du fond, c'est parfois, fait souvent allusion à l'essentiel, presque toujours. Ce motif représente, bien facile à interpréter, il représente un silène. Vous voyez, il est couronné avec des pampres, il est bien bedonnant, voilà, les cuisses bien grasses,
il est barbu et il est ivre. Il se vautre sur sa couche en tenant de la main droite un riton, vous voyez la corne à boire ici, et à gauche, il s'appuie sur une outre en peau d'animal. Il y a des parallèles à la même époque. Ça, c'est pas un bol bactrien, mais c'est un bol du British Museum, dit bol du Swat. Vous voyez exactement le même motif. L'outre qui a bien gardé la forme de l'animal, peut-être un porcelet ou un veau, et puis le riton à droite. Et là, il est servi par une jeune fille. Dans un décor, ici, de vigne, alors qu'ici, on a plutôt... Enfin, il semblerait que... Voilà, ici, par exemple, c'est plutôt un motif de palme. Alors, ça peut faire allusion au fait que, en Inde, à cette époque, il peut arriver que le vin de vigne soit remplacé par le vin de palme. C'est donc un motif, disons, indianisant, oriental, indianisant. Alors, le silène ivre, c'est par excellence un motif dionysiaque, puisque Silène est un satyre qui se trouve avoir, enfin un satyre humanisé, parce qu'il n'a pas des pattes de bouc, et il a été en fait l'instructeur de Dionysos. Donc il est directement, c'est un partenaire direct de Dionysos, et comme on l'a vu, enfin, à partir du, peut-être, disons, même déjà 1er siècle avant notre ère, la figure même de Dionysos s'efface en Asie centrale du répertoire dionysiaque, et c'est Silène qui prend sa place. Voilà. Et on avait donc vu que ce qui a pu faciliter cette prise du pouvoir par Silène, c'est que Dionysos n'avait pas d'équivalent établi Dionysos n'avait pas d'équivalent établi dans le panthéon iranien. Je ne pense pas qu'il en ait, peut-être marginalement. Il a des équivalents établis dans le panthéon indien, mais ce n'est pas stable. Ça peut être Shiva, ça peut être un Yakshin. Et on voit que les auteurs grecs qui ont reconnu Dionysos en Inde, visiblement se voyaient proposer plusieurs équivalents, mais pas le même. Alors que dans le cas de Silène, l'assimilation est claire, c'est Kubera, qui est la divinité indienne et également bouddhique de l'abondance joyeuse, de la prospérité, etc. Donc, on a donc ici Silène. Alors, pour la composition d'ensemble, la meilleure analogie, le meilleur parallèle est Sassanide. C'est un plat de l'Ermitage, de Nijné Sakharovka, c'est là où il a été trouvé, et qu'on date de la fin du IIIe siècle, un Sassanide ancien. Alors vous voyez, il y a exactement le même motif ici de médaillons. Alors ici, en l'occurrence, je crois que les pointillés n'indiquent pas l'endroit précis de l'incrustation. C'est pour suggérer l'incrustation. Ce qui est incrusté, ce sont les détails des figures qui sont martelés, ciselés à part et rapportés. Et alors, on a donc ici au centre un motif qui s'apparente au motif dionysiaque de Dionysos sur la panthère, mais c'est une déesse en l'occurrence, avec un personnage qui sonne de la corne. C'est très probablement une déesse, elle est sur un lion. Alors, l'interprétation n'est pas évidente. On pense à Cybèle, qui pourrait, dans ce contexte, se trouver assimilée à la déesse Nana, déesse mésopotamienne, qui est souvent sur un lion et qui elle-même est, dans certains cas, une équivalente d'Anaïta, la grande déesse iranienne. Mais ce n'est pas évident. Et autour, on a ces médaillons qui, là, ne représentent pas des personnages, mais des scènes de chasse. Vous voyez, on avait déjà vu ça sur un autre plat. Ici, donc, des animaux, des avant-corps d'animaux, et des chasseurs. Mais enfin, c'est des chasseurs, ça peut être des chasses de cirque. C'est pas évident, c'est
c'est pas évident comme sur les plats aristocratiques que ce sont des chasses réelles. Ça peut être des chasses de cirque. Alors il y avait eu des interprétations un peu échevelées par Vladimir Loukonine à l'Ermitage qui pensait que les animaux correspondaient exactement à la série des incarnations animales du dieu Veretragna qui a 7 incarnations animales. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, il y en a 6, oui. Bon, on a vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ne serait-ce que. Il y a des ours, et l'ours, d'un point de vue zoroastrien, c'est un animal démoniaque. Voilà. À la même époque, dans le répertoire sassanide, sur des bols ou des aiguières, on a ce motif d'incrustation en médaillon avec des personnages de la famille royale. On en connaît 2 ou 3. Je les avais montrés au tout début du cours. Ces médaillons incrustés disparaissent ensuite. C'est vraiment typique du début de l'époque sassanide, mais on voit qu'en Asie en bactrienne, ça s'est continué. Alors, la technique elle-même, enfin disons le motif et la technique elle-même de l'incrustation des médaillons, elle est d'origine romaine. Ça apparaît au IIe siècle apparemment, et on a ici un magnifique exemple à la Bibliothèque nationale, au cabinet des médailles. C'est un plat qui a été, je crois, trouvé à Rennes, en or. Et il a des affinités avec le nôtre parce qu'au milieu, on a un motif dionysiaque. Ou plus exactement, on a au milieu d'un motif de danseurs, de ménades, on a la compétition éthylique de Dionysos et d'Héraclès. Il s'était lancé un défi à qui tenait le mieux l'alcool. Bon. Je crois que c'est Dionysos qui a gagné. Alors voilà, Dionysos juvénile qui lève sa coupe, Héraclès ici, un joueur de flûte. Et on a donc le motif dionysiaque au milieu, et autour les médaillons incrustés, qui en l'occurrence sont des pièces de monnaie réutilisées. C'est des aoréis romains. Et on voit que la scène qu'autour, c'est politique, comme ce qu'on va voir pour notre bol. Ces médaillons sont très soigneusement sélectionnés, ces monnaies sont très soigneusement sélectionnées. Sur une moitié, ce sont les empereurs et les impératrices de la dynastie des Antonins. Et sur l'autre moitié, ce sont les empereurs et les impératrices de la dynastie des Sévères. Et par le dernier qui apparaît, je ne sais pas si c'est Caracalla ou Geta, on voit que ce plat a dû être exécuté vers 220. Et le message, c'est d'une part le lien étroit existant entre le culte dionysiaque et la personne de l'empereur, et deuxièmement, ici, la continuité dynastique, en l'occurrence fictive, entre les Antonins et les Sévères, qui s'en prétendaient les continuateurs directs. Il y a d'ailleurs eu 2 tentatives d'union matrimoniale entre des descendantes de Marc Aurèle et les fils de Septime Sévère. Donc on voit très bien qu'il tenait à cette continuité. Et d'ailleurs, le cognomen des empereurs sévères, c'est Antoninus. Ce qui a posé problème quand on utilise notamment les sources chinoises, parce que quand un empereur s'appelle Antun dans les sources chinoises, c'est pas forcément Antonin ni Marc Aurèle. Ça peut être un empereur, ça peut être Caracalla. Ouais. Il s'appelait comme ça aussi. Bien. Alors, revenons aux médaillons. Voilà, on voit de plus près un des couples. Donc ce personnage de gauche est le personnage casqué de droite. Alors comme l'a très bien vu Harper, le personnage de gauche, c'est Dionysos sous les traits d'Alexandre. On a là ce médaillon du IVe siècle en Égypte qui représente
Alexandre, un Alexandre dionysiaque avec la longue chevelure bouclée dans le dos. Voilà, c'est vraiment le modèle qui est derrière celui-là. Regardez l'agencement des mèches par rapport... ici c'est le diadème, ici c'est plutôt un bandeau, mais enfin, on voit très bien que le modèle est très proche. Et puis, l'air mystique. Hein. Alexandre, il regarde au ciel, hein, comme celui-là. Et donc, c'est évidemment Alexandre Dionysos, représenté d'une manière assez stable sur ces médaillons. Et donc, à droite, ils sont tous casqués et avec une alternance d'hommes jeunes et d'hommes mûrs. Alors, détail extrêmement curieux que vous ne voyez pas ici. Alors voilà un exemple d'Alexandre Dionysos à la longue chevelure bouclée. C'est un médaillon de plâtre d'époque, enfin, probablement gréco-bactrienne ou séleucide, de la collection du Koweït. Alors, vous avez donc... Oui, on revient donc à ces... Voyez, ici, Dionysos Alexandre, ici, un homme jeune casqué, ici, un homme mûr casqué. Voilà. Et alors, détail extrêmement curieux et très déroutant, si vous faites un zoom sur les casques, dans trois cas, regardez le casque. Bon, là, c'est assez familier, on a déjà vu ça avec un autre plat, c'est le motif de palmette qui décore les casques attiques. Mais l'arrière, sur le protège-nuque, c'est un masque grotesque de vieillard. C'est un satyre ou un silène. Ça ressemble exactement aux figures qu'on a sur ce qu'on voit souvent dans les musées, par exemple en Hollande et aussi en Australie, avec les épaves de bateaux hollandais, ces bouteilles en céramique qui contenaient du vin, et où il y a un personnage qui en fait est d'origine dionysiaque, mais c'est la fabrication hollandaise du XVIIe siècle qui montre un personnage barbu, grotesque, très semblable. Donc cette association ne s'est jamais perdue. Alors, où trouver des parallèles ? Eh bien, les parallèles, on les trouve dans l'art gréco-romain avec les images d'Athéna. Vous voyez ici des sceaux. En certains cas, elle a bien gardé son casque attique, assigné, voilà. Et vous voyez que sur ces exemplaires, elle a à l'arrière du casque ce masque grotesque. Alors, ne pas confondre avec un autre type de masque humain qu'on a sur des casques romains, qui est en fait la partie qui peut se rabattre sur le visage dans les scènes de bataille. On voit ça dans Gladiator. Et qui imite les traits d'un héros. Et parfois, c'est Alexandre. Bon. Parfois, c'est Alexandre. Alors, on peut imaginer l'effet que ça pouvait faire quand les Perses étaient affrontés à des soldats de l'armée romaine qui avaient le masque d'Alexandre sur le visage. Ça devait faire une certaine impression. Bien, mais c'est pas ça, parce que ce type de protège-nuque, évidemment, n'est pas fait pour être rabattu à l'avant. C'est uniquement un motif symbolique. Alors, quel symbolisme ? Dans le cas d'Athéna, l'explication serait l'association d'Athéna au thème du satyre par le biais d'un épisode mythologique connu, c'est la compétition à la flûte entre Apollon et le satyre Marsyas. Le satyre Marsyas a osé défier Apollon à la flûte. Évidemment, il a perdu le concours. Apollon, pour se venger, l'a fait écorcher vif, c'est souvent représenté, et il se trouve que Athéna est associée à cet épisode comme une sorte d'arbitre, puisque c'est elle qui a inventé la double flûte. Voilà. Donc c'est cette association
entre, disons, Athéna, d'une certaine manière, vainqueur, Athéna, déesse de la sagesse, vainqueur de la sauvagerie incontrôlée du satyre. Bon, alors, mais qu'est-ce que ça vient faire sur un plat bactrien, qui est probablement du 5e siècle? Ce qu'on peut dire, c'est que ça nous met dans une ambiance mythologique raffinée, nourrie de références littéraires et dans un climat qui est dionysiaque. Ce qui est conforme, encore une fois, à l'économie générale du plat et au thème du médaillon central. Alors, le type physique des guerriers, voilà. Dionysos Alexandre, on le reconnaît encore très bien, on voit qu'on est près des modèles. Hein. Les guerriers, c'est autre chose. Oui. Ils ont des traits qui sont... C'est pas le visage ephtalite, tel qu'on l'a déjà vu. Ici, ils ont plutôt les yeux en amande. Ici, ils n'ont pas les traits grotesques des ephthalites. C'est pas non plus vraiment des traits sassanides. Et puis, c'est pas franchement grec non plus. Voilà, c'est assez spécial. On peut... Alors, est-ce que ce sont des images idéalisées de convives? Probablement, ça doit être ça. Ce qui compte, c'est de montrer ensemble, de montrer des jeunes et des moins jeunes qui participent à la même rencontre avec le Dieu. Et on alterne les personnages jeunes et d'âge mûr, qui sont tous des guerriers, pour souligner la solidarité du corps social. On a des parallèles, on a pas mal de parallèles dans l'art, on a un certain nombre de parallèles dans les arts d'Asie centrale, où on a systématiquement mis ensemble un jeune guerrier et un guerrier plus âgé. Alors, une comparaison qu'on peut faire quand même, c'est les chevelures. Vous voyez ici, les chevelures est vraiment spéciale, c'est en petites boucles, comme la chevelure sassanide, mais ce n'est pas franchement comme les chevelures sassanides. Il y a une grosse masse de cheveux qui est rejetée vers l'arrière sur la nuque. Et ça, on le trouve au 5e siècle. C'est vraiment assez daté comme mode. Par exemple, sur la peinture de Djartepe, un temple qui est entre Samarcande et Penjikent, on a ici des aristocrates chasseurs. C'est probablement d'époque kidarite. Et vous voyez cette grosse masse de cheveux là. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Type des visages aussi. Alors on a d'autres parallèles à la même époque sur des sceaux bactriens qu'a publié Judith Lerner. Donc on a l'air de cerner, disons, ce qui a l'air d'être une mode aristocratique du 5e siècle. Alors, cette composition est si on prend les éléments pris un à un trouvent des parallèles, mais en tant que composition d'ensemble, c'est complètement unique. Aussi bien dans l'art gréco-romain que dans l'art sassanide ou l'art d'Asie centrale, c'est complètement unique. Alors, quel est le sens qu'on peut lui donner? Parce qu'évidemment, il y a un sens. Alors, dans l'article donc, qui va paraître avec Ankadan dans un volume d'hommage dont je ne peux pas nommer le destinataire parce qu'elle n'est pas au courant, ça va paraître dans la revue Studies in Inner Asian Art and Archaeology aux États-Unis. Ce serait une évocation, enfin une transposition d'un usage social bien attesté. Ce sont les banquets initiatiques dionysiaques qui sont attestés dans les villes romaines d'Asie mineure. C'est attesté par des inscriptions. Et dans ces villes, les notables locaux considéraient comme indispensable à leur standing le fait de participer à ces symposiums. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était donc en l'honneur de Dionysos et
l'invité d'honneur de ces symposiums étant l'empereur, symboliquement présent, parfois par un portrait. Or, c'est à une époque, au IIIe siècle, où l'empereur, entre autres choses, est un nouveau Dionysos. On l'a vu donc sur le plat d'or du musée de Rennes, de la BNF, et où par ailleurs, les empereurs revendiquent vraiment de manière forte, plus qu'auparavant, le modèle d'Alexandre. Voilà. À partir du IIIe siècle, l'empereur romain est un nouvel Alexandre, ce qui n'avait jamais été très clair avant. Auguste s'est jamais prétendu un nouvel Alexandre. Marc-Antoine aurait bien voulu. Bon. Auguste s'est jamais prétendu un nouvel Alexandre. Caligula, tout ce qu'il a fait, c'est profaner le tombeau d'Alexandre. Bon. Mais Caracalla s'est fait ouvrir le tombeau d'Alexandre. Je crois d'ailleurs qu'il a fait main basse sur le cercueil en or. Mais en tout cas, on a par exemple le dernier empereur de la dynastie des Sévères qui s'appelle Sévère Alexandre. C'est la première fois qu'un empereur romain s'appelle Alexandre. Donc, voilà, on est dans cette ambiance. Alors, ça expliquerait une chose, c'est cet étrange face-à-face répété 4 fois, où le guerrier fait face à Dionysos Alexandre. Normalement, dans l'art antique, un mortel ne regarde pas les dieux en face. C'est une expérience qu'il vaut mieux éviter. Le pauvre Anchise qui s'est retrouvé paralysé, parce que il avait il avait osé regarder la déesse. Il y a toutes sortes d'histoires. Oui, Artémis surprise au bain, qui fait déchirer le malheureux Actéon par ses chiens. Non, on ne regarde pas ça peut arriver de rencontrer les dieux, mais on ne les regarde pas en face. Bien. Mais là, c'est le cas. C'est le cas. Et la circonstance au cours de laquelle on voit les dieux en face, c'est l'initiation. Et là, on a des textes très clairs. On a notamment une des descriptions les plus vivantes d'une expérience initiatique, avec le texte d'Apulée, Landor, au IIe siècle. C'est un texte magnifique, on dirait, c'est presque du Rimbaud. Alors écoute et crois ce qui est vrai. J'ai atteint les confins de la mort, et ayant foulé le seuil de Proserpine, c'est-à-dire Perséphone, donc la femme d'Hadès, dieu des enfers, étant passé à travers tous les éléments, je suis revenu. J'ai vu à minuit le soleil briller d'une lumière éclatante. J'ai vu face à face les dieux infernaux et les dieux d'en haut, et les ai adorés de près. Je t'ai dit ces choses que tu dois ignorer même après les avoir entendues. Là, ça fait référence à ce type d'expérience mystique. Alors évidemment, ce qu'on peut se demander, qu'est-ce que tout ça a à faire dans un milieu aristocratique huno-bactrien du Ve siècle? On a déjà relevé. Alors, les thèmes dionysiaques, là, c'est pas la peine de les expliquer. Ils sont partout. On l'a déjà vu à de multiples reprises. Mais là, en l'occurrence, ça fait probable. On peut penser que ça fait allusion à des pratiques sociales ou mystico-sociales. Alors, on peut penser que ces pratiques de banquets collectifs, elles sont bien attestées chez les Hephthalites par un texte fameux de l'historien byzantin Procope au VIe siècle. Les citoyens riches ont pour habitude de s'attacher des amis au nombre de 20 ou plus, selon les cas, qui deviennent des compagnons de banquiers permanents et ont part à toutes leurs propriétés,
bénéficiant d'une sorte de droit commun en cette affaire. Puis, lorsque celui qui a rassemblé cette compagnie meurt, il est de coutume que tous ces hommes soient enterrés vivants avec lui. Ça, je dirais peut-être pas qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Hein. Bon, il y a probablement contamination avec ce qu'on racontait sur les sites, et qui était vrai, hein, qui se faisaient accompagner dans leur tombe par des concubines, des esclaves, etc. Je ne suis pas persuadé que les Hephthalites se serait assuré beaucoup de fidélité en ayant des usages comme ça. Bien. Mais on voit très bien, ces pratiques de banquets aristocratiques, de beuverie en commun existent, hein, elles sont attestées, et évidemment, ça va très bien avec le thème dionysiaque de toute cette vaisselle. Donc conclusion, on peut penser que des modèles iconographiques romains, mais qu'on n'a pas conservés, mais qu'on trouvera peut-être un jour, ont pu être connus, être transmis en Bactriane à cette époque et inspirer une transposition qui pouvait flatter un public aristocratique local qui avait de tels usages. Voilà. On ne peut pas actuellement aller au-delà dans l'interprétation, mais il est tout à fait clair que c'est en plus avec le choix du motif du nœud d'Héraclès, la fidélité au type d'Alexandre Dionysos, ce plat n'est pas une fantaisie. C'est qu'on a voulu évoquer quelque chose dont là on peut tenter de s'approcher. Alors, je ne quitte pas Dionysos et j'en viens à un autre plat. Alors, qui a en fait alors lui, c'est pas sûr du tout qu'il ait été fabriqué en Asie centrale. Ça peut être ça se discute. Ce plat a été trouvé en 1988 en Chine, au Kansu, donc le grand corridor très parcouru par le commerce, qui unit la Chine du Nord et ce qui est aujourd'hui le Xinjiang. L'extrémité ouest du Kansu, à l'entrée du désert du Taklamakan, c'est la ville de Dunhuang. Alors, ce plat a été trouvé dans des conditions archéologiques pas très claires, dans la ville actuelle de Beitan, qui est proche d'une grande ville qui s'appelle Wuwei, et Wuwei est connu, c'était un des grands centres du commerce sogdien sur cette route. Donc là, on est poussé vers un milieu sogdien. Alors, il est actuellement au musée provincial de Beitan. Alors, la datation et l'origine. Alors, on a un critère non stylistique, c'est que ce plat porte deux inscriptions, qui, bien évidemment, l'une comme l'autre, peuvent être postérieures. Alors, on a une inscription bactrienne. Sims Williams, par les critères paléographiques, la date au plus tard du début du VIe siècle. Ce n'est pas forcément un critère très sûr. Cette inscription est une inscription pondérale, ça donne le poids, et en drachmes. Et par rapport au poids réel de l'objet, qui est en argent doré, on trouve un poids de 3,12 g pour le drachme. Ah, ça pose un problème. Parce que le drachme, la drachme, en Grèce comme en Asie centrale, ça tourne autour de 4, un petit peu moins de 4 parfois, et parfois plus. Pas 3,12. C'est plus léger, en tout cas, que les étalons qu'on trouve normalement sur ce genre d'objets, qui sont les talons sogdiens et les talons bactriens, qui ne sont pas toujours... Enfin, les talons bactriens et sogdiens et les talons sassanides. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais plus lourds. Bien. Alors, Marchak, qui a donné de ce plat le commentaire le plus poussé, dans un catalogue du Metropolitan Museum, d'une exposition en 2005, China Dawn of a Golden Age, il trouve que ça pourrait correspondre à l'étalon califal. Alors, le problème, l'étalon califal, on ne peut pas l'avoir en Asie centrale avant le début du 8e siècle. Bon. Donc ce serait plus tard que la limite la plus basse proposée par Sims Williams, début 6e siècle.
Alors il dit peut-être une inscription volontairement archaïsante. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Sims Williams, mais ça m'étonnerait qu'il soit très d'accord. Bien. Et puis alors on a une inscription sogdienne avec le nom du propriétaire, et là, par les caractères, ça nous donne 5e, 7e siècle. Et on ne peut pas dire quelle inscription a précédé l'autre. Alors, le décor, très complexe, tout autour on a un incroyable entrelac de pampres de vignes, et là, on ne peut pas voir sur les photos, là, il faut vraiment voir de très près, c'est peuplé par des oiseaux. Alors, il faut vraiment les chercher. Hein. Là, il y en a un, voilà, il y a des oiseaux. Il y a des insectes. Vous avez un scorpion ici. Alors ça fait vraiment pas zoroastrien. Hein. Il y a un scorpion et il y a des reptiles. Hein. Les reptiles, je ne les ai pas trouvés, mais ils doivent y être. Bon, Marchak les décrit. Et puis, au milieu, on a Dionysos. C'est clairement Dionysos, parce que ça ne peut pas être une déesse. Il a le Thyrse, là. C'est vraiment Dionysos. Il est sur sa panthère. Sauf que sa panthère a l'air d'une lionne, a l'air d'un lion. François Barat a suggéré que c'est peut-être une mauvaise interprétation d'un motif qu'on trouve notamment sur des sarcophages romains, c'est que la panthère de Dionysos peut avoir une couronne de feuilles de vigne. Donc ça pourrait avoir été interprété, ce qui serait peut-être un argument pour supposer que ce n'est pas vraiment un plat romain. Bien. Alors tout autour, on a des bustes, vous voyez, on ne les voit pas très bien, mais enfin bon. Ce sont les 12 dieux de l'Olympe, chacun étant accompagné d'un attribut particulier. Alors, on reconnaît, Athéna, elle a sa chouette, on reconnaît certains attributs, pas tous, parce que c'est quand même très abîmé. Mais voilà, on les a là, oui, dans certains cas, on ne peut vraiment pas reconnaître. Bon. Mais ce qu'on voit, c'est que toujours le même fil directeur. Le plus important, c'est celui qui est dans l'axe au-dessus de la tête du dieu. Et ici, c'est Dionysos. Dionysos avec sa panthère. Donc, on a Dionysos représenté 2 fois, parmi les 12 dieux et en position d'honneur. Oui, je pense quand même, quand je vois ça, que Barat doit avoir raison. C'est très bizarre pour une crinière, on pense plutôt à un collier de feuillage. Voilà. Alors, cette frise des 12 dieux correspond à une liste qui n'est pas la plus canonique. Généralement, on n'a pas Dionysos. À la place, on a Hestia. Alors, par exemple, je m'excuse de la manque de netteté de l'image, mais c'est ce que j'avais. À Nisa, sur les fameux ritons de Nisa, on a plusieurs ritons qui représentent la frise des 12 dieux. Et dans tous les cas, il n'y a pas Dionysos. Ici, il y a ici Hestia. Donc, ce n'est pas la liste la plus canonique, mais malgré tout, c'est attesté. Donc, ce thème des 12 dieux, il a été, au départ, associé à la vie civique. Ils étaient mis à l'honneur sur l'agora d'Athènes. Mais à partir de l'époque hellénistique, ils tentent à être appropriés par la propagande monarchique. C'est les 12 dieux. Les 12 dieux, ça veut dire ceux qui protègent l'empereur, le roi ou l'empereur. Alors, d'où vient ce plat qui a donc abouti en Chine à un moment, d'après l'inscription, ça ne peut pas être avant le 5e siècle, et ça pourrait être pas mal de temps après. Tous les spécialistes qui ont écrit dessus, il y en a 3. Boris Marchak, dans le catalogue que j'ai cité, Martha Carter, dans le catalogue Arts of a Hellenized East, et François Barat, dans son fameux article de 2016 sur l'argenterie grecque dans les confins orientaux, pense que c'est une œuvre romaine, fabriquée dans la partie orientale de l'Empire romain au IIe ou au IIIe siècle. Bien. La question n'est peut-être pas définitivement réglée.
si c'est une fabrication bactrienne, ça serait l'image, parce que ça ne serait pas une fabrication de l'époque des royaumes gréco-bactriens. Stylistiquement, ce n'est pas possible. Donc, ça serait l'image de Dionysos la plus tardive qu'on aurait en Asie centrale. Puisqu'encore une fois, j'ai donc dit qu'à partir du 1er siècle avant notre ère, il a totalement laissé la place à Silène. Alors, malgré tout, il a quand même sa place dans ce cours, ce plat, même si c'est une importation romaine, parce qu'il est passé par des propriétaires bactriens, sogdiens. Et donc, ça montre à tout le moins que ce thème de Dionysos, évidemment présenté comme maître suprême de la nature, suscitait un intérêt dans ces milieux. Alors, j'aborde maintenant ce qui va nous occuper pendant toute la fin des cours. J'ai parlé donc du répertoire aristocratique, du répertoire dionysiaque, du répertoire faisant allusion aux conquêtes en Inde, avec évidemment des zones de recoupement entre ces différents répertoires. La quatrième catégorie de répertoire des bols bactriens, qui nous conduit à un niveau de référence culturelle bien supérieur au précédent, c'est les citations d'œuvres littéraires sur de la vaisselle. Alors, cette direction d'études, cette orientation d'études a été fondée par l'article retentissant de Kurt Weitzmann, paru en 1943, qu'on trouve toujours cité, Three Bactrian Silver Vessels with Illustrations from Euripides. Alors c'est lui qui a introduit la notion, je crois que c'est lui qui a introduit la notion de bol bactrien. On avait auparavant, oui, le catalogue de Camilla Trevor, œuvres gréco-bactriennes. Alors là, Weitzmann quand même considérait que ces plats, que ces bols étaient d'époque grecque, ou du moins pas trop tard après l'époque grecque. Ça ne pouvait pas descendre plus bas que le 1er siècle après Jésus-Christ. Bon, Marchak a bien montré que tout ça devait être descendu de plusieurs siècles, avec des illustrations d'Euripide. Donc là, il a annoncé la couleur. Donc sur 3 bols, il identifie dans cet article des sélections pas très cohérentes, assez arbitraires, de scènes tirées de tragédies d'Euripide. Toujours plus d'une tragédie par bol. Et ce qui complique l'étude, c'est que certaines de ces tragédies d'Euripide, on les a, mais pour certaines, il fait l'hypothèse que ça renvoie à des tragédies qu'on n'a plus et qui sont connues par des allusions ou des citations. Évidemment, c'est assez pratique de renvoyer à des tragédies qu'on n'a plus, parce que la démonstration est plus facile. Bien. C'est un article d'une virtuosité et d'une érudition époustouflante, et par ailleurs, Weitzmann est un immense savant. Hein. C'est Kurt Weitzmann qui a fondé la discipline de l'étude iconographique des manuscrits byzantins. C'est quelqu'un d'immense. Alors, il était tellement immense que ça a intimidé les gens. Et on voit, en lisant la littérature ultérieure, on comprend que ça n'a pas vraiment convaincu, mais que personne n'a osé le dire, vraiment. Marchak discute du point de vue typologique, chronologique, mais il ne s'engage jamais, quand il s'agit de Weitzmann, il ne s'engage jamais sur le terrain de l'interprétation. Alors il y a 2 savants français qui ont osé élever la voix, un petit peu. C'est Paul Bernard dans les années 80 qui a proposé quelques réinterprétations pour certaines scènes, et plus tard François Barat dans son article de 2016. Le problème, quand on lit leurs réinterprétations, c'est que ce n'est pas les mêmes. Ils ne proposent pas les mêmes hypothèses alternatives.
Alors là, voilà les trois bols que Weizmann a étudiés dans son article. Alors, nous avons, Anka, Dan et moi, ou sommes en train de reprendre complètement le dossier. Alors, il se trouve que on a été amené à identifier des thèmes littéraires grecs sur d'autres vases, mais pour les thèmes tragiques, en fait, on ne sort pas des trois vases il semble pas, ou peut-être dans un cas, on ne sort pas des trois vases de Weizmann. Alors, par ordre chronologique possible, on a d'abord déjà, donc, je vais reprendre tout ça ici, on a le bol de Koustanaï, donc lieu de trouvailles au Kazakhstan, qui est à l'Ermitage. Alors, vous voyez, c'est typique de ces bols bactriens, l'horreur du vide. Vraiment, il n'y a pas un centimètre carré de libre. Ensuite, un bol qui est à la Freer Gallery à Washington. Voilà. Et troisièmement, le bol Stroganov. Alors on connaît le bœuf Stroganov, on connaît moins le bol Stroganov. Il y a plusieurs vases. Des vases Stroganov, il y en a plusieurs. Il y en a notamment à la Bibliothèque nationale. C'est que tout simplement, les princes Stroganov, qui dépensaient beaucoup d'argent à Paris, amenaient avec eux des vases trouvés dans l'Oural ou en Sibérie, c'est-à-dire des zones où ils avaient des propriétés ou des mines. Et c'est eux qui récupéraient ces trouvailles, qui leur servaient à monnayer leurs activités dionysiaques à Paris. Alors voilà donc le bol Stroganov qui est à l'Ermitage. Alors je précise tout de suite que nous n'avons pu voir aucun de ces vases. Ou plutôt oui, ceux de l'Ermitage, j'ai dû les voir il y a longtemps, mais à une époque où je ne m'intéressais pas du tout à ça. Celui de la Freer Gallery, nous le verrons en octobre, parce que nous allons à un colloque là-bas. Les deux autres, Koustanaï et Stroganov, eh bien, on aurait dû les voir à l'Ermitage début février. On avait début février. On avait tout prévu pour y aller. Et puis, à ce moment-là, juste 3 jours avant, on a dû annuler parce que, curieusement, les règles sanitaires avaient été incroyablement durcies et rendaient en fait impossible cette mission. Et puis, un peu plus tard, évidemment, on a compris ce qui se passait, c'est qu'on voulait vider le pays des étrangers au moment où la décision d'attaquer l'Ukraine avait déjà été prise. Mais ça, sur le moment, évidemment, on n'avait pas compris. On a compris après. Non. Je tiens tout de suite à dire que nos collègues de l'Ermitage ont fait preuve d'une solidarité exemplaire, et même d'un grand signe d'amitié, puisque 3 jours avant le début de la guerre, ils nous ont envoyé gratuitement, ce qui est quand même suffisamment rare chez les grands musées pour mériter d'être souligné, ils nous ont envoyé gratuitement tout un lot de photographies qu'on attendait depuis longtemps, et même au-delà des photographies qu'on avait commandées, du bol de Koustanaï et de celui-là aussi. Et ça nous a beaucoup permis d'affiner notre étude. Alors, je passe sur la parenthèse, et je commence avec le bol de Koustanaï. Oui, j'ai le temps de commencer un peu. Alors là, je m'excuse auprès de ceux qui, je ne sais pas s'il y en a, à part Madame Feugère que je vois ici, et Anka Dan elle-même, je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la présentation que nous en avons donnée à la Société asiatique, vous y étiez, le 21 janvier, présentation qui va faire l'objet d'un article qui va paraître dans le fascicule 1 de cette année. Donc ça sort au mois de juin, en principe. Voilà. Mais bon, alors là, je vais donner une version, disons, par rapport à la présentation de la Société asiatique, une version un petit peu plus... un peu allégée et parfois avec certaines
petite modification dans l'interprétation. Donc ce bol a été trouvé en 1903 à Koustanaï et la photo a été publiée dès 1909. Il faut souligner la rapidité de la publication par l'Ermitage dans le grand atlas de Yakov Smirnov, Argenterie orientale, qui devait être accompagné d'un texte, lequel texte n'est jamais paru. Mais les photos publiées étaient d'une qualité remarquable pour l'époque, et je dirais même pour aujourd'hui. On peut vraiment, c'est parmi les meilleures photos qu'on a. Alors, ensuite, il y a eu des tentatives d'interprétation, mais les commentaires, visiblement, personne n'a été à l'aise, à part Weizmann, qui proposait quelque chose de très précis. Les commentaires ont erré entre des interprétations très contrastées et vraiment pas convaincantes. Michael Rostovtsev pensait que c'était que l'une des scènes représentait Dionysos Alexandre, toujours lui, épousant Ariane Roxane, ou bien éventuellement une légende inconnue sur un héros iranien. Alors Camilla Trevor pensait, elle, à un mythe, sur des noces indiennes. Elle avait bien vu, contrairement à Rostovtsev, elle avait bien vu qu'il y a une composante indienne sur ce plat. Bon, il ne faut pas leur jeter la pierre. À l'époque, on n'avait absolument pas les moyens d'avancer cette étude. Par manque de parallèles, par impossibilité intellectuelle de concevoir qu'une pièce de Sophocle ait pu être entièrement représentée sur un vase, et puis par également les incertitudes chronologiques. Alors, on arrive en 1943 avec Kurt Weizmann, qui parle surtout de ce vase dans son grand article, et qui identifie pas moins de 4 pièces d'Euripide dans le répertoire. Donc, Alceste, Alopée, les Bacchantes, ici, on va tirer, et Ion. Bon, je dis tout de suite, c'est pas pour faire injure à la mémoire de Weizmann, mais il est inutile aujourd'hui de revenir sur le détail de ces interprétations, parce qu'il ne reste rien. Donc, comme je l'ai dit ensuite, tout le monde a gardé le silence, et donc, sauf encore une fois Paul Bernard et Barat qui ont tenté de réinterpréter une ou deux scènes. Alors, contrairement à tous nos prédécesseurs, nous proposons de lire l'ensemble du décor comme une seule pièce, le cycle d'une seule vie, celle d'Œdipe, et d'après Sophocle, c'est plus Euripide, c'est Sophocle. Et Sophocle est revenu 3 fois sur le mythe d'Œdipe, dans Œdipe roi, Œdipe à Colonne et Antigone. Et en réalité, probablement, ça n'est que Œdipe roi. Peut-être un petit peu d'ajout d'après Œdipe à Colonne, mais ce n'est pas sûr du tout. C'est Œdipe roi. Alors, pour faire cette démonstration, donc, il faut reprendre la description détaillée du bol et ensuite le confronter avec la pièce de Sophocle et, d'autre part, les commentaires antiques de la pièce de Sophocle, la tradition philosophique et rhétorique par laquelle dont cette pièce a fait l'objet. Parce qu'il faut savoir que Œdipe roi de Sophocle, Wagner disait Don Giovanni, c'est l'opéra des opéras. Aristote disait Œdipe roi de Sophocle, c'est la tragédie des tragédies. C'est-à-dire que très tôt s'est établie l'idée que c'était la tragédie parfaite. Et même avec même des critères qui vont
devenir ensuite ceux de l'Académie française au XVIIe siècle. Unité d'action, unité de temps, unité de lieu. Oedipe-Roi, ça se passe sur la place devant le palais royal de Thèbes, ça se passe en 24 heures et c'est une seule action. Alors, ça se lit donc, mais ça, nos prédécesseurs avaient aussi parfois compris ça. Évidemment, ça se lit de droite à gauche, le sens des aiguilles d'une montre, et il faut partir, ce qui indique le cadran, c'est qu'il faut partir de la scène du médaillon et monter dans l'axe supérieur, et ça démarre donc ici. Et puis, il faut aussi tâcher de comprendre comment le thème a été transmis si fidèlement et finalement reçu dans le contexte huno-bactrien à une époque que nous situons, comme d'ailleurs Marchak, entre le milieu du IVe siècle et la fin du Ve siècle. Là, il y a des parallèles quand même assez précis qui permettent de bien caler la date. Alors, j'aborde très brièvement la description. Donc, le bol est couvert à l'extérieur par 5 scènes qui se lisent dans le sens d'une aiguille d'une montre. Il y a 3 scènes à 4 personnages. La scène 1, la scène 2, la scène 4, et 2 scènes à 2 personnages, la scène 3 et la scène 1, qui est en fait la scène du médaillon, qui, d'après notre interprétation, chronologiquement, s'intercalerait. Bon, là, vous voyez, la composition est extraordinairement contrôlée, parce que la scène du médaillon indique le début de la lecture, mais dans la narration, elle s'introduit juste au milieu. C'est quelque chose qui doit prendre place entre la scène 2 et la scène 3. Voilà. Alors, je commence juste par la première scène, puis après, ça sera la prochaine fois. Première scène. Un bébé est abandonné dans le bois sacré d'une déesse, clairement une déesse, qui tient dans la main gauche une corde d'abondance. Celui qui le confie à la déesse est un berger qui semble regretter de le laisser. Vous voyez, il appuie sa tête sur son poing fermé, il est triste. Mais de l'autre côté, un personnage qui semble d'un rang supérieur, qui a une écharpe, apporte de la nourriture au bébé, comme s'il avait l'intention de le sauver. La déesse est figurée selon, ça Marchak l'avait le premier à l'avoir bien vu, selon le type, déjà Weizmann, le type de la Tuké, hein, la déesse grecque de la fortune, Fortuna en latin, et la Tuké porte Tuké. Il y a la Tuké en général, et puis il y a des Tuké locales, hein, chaque grande ville a sa Tuké. La Tuké porte une corde d'abondance. Mais ce type de la Tuké a été emprunté, n'est-ce pas, en Bactriane, par les Couchants, ici, pour représenter la déesse iranienne, Hachi, déesse de la récompense, déesse de l'abondance, déesse de la récompense, on va dire, des dons de la récompense, qui, sur les monnaies kouchanes, est intitulée en bactrien Ardoksho, qui se disait en fait Ardouarch, et en fait, je vous épargne le raisonnement étymologique, mais ça veut dire la bonne Hachi. Bien. Mais cette Ardoksho elle-même est elle-même passée en Inde pour figurer la déesse Hariti, déesse de l'abondance, mais aussi, j'attire votre attention là-dessus, protectrice des enfants. C'est une ancienne ogresse que le Bouddha a convertie au bouddhisme et qui est devenue la protectrice des enfants. Elle est ici. Et vous voyez la pose avec le pied replié et un pied couvert, l'autre pas, c'est exactement la même. Et ça apparaît sur les monnaies Gupta à partir du... Vous voyez ici, c'est début 5e siècle. Cette pose apparaît à ce moment-là, mais elle apparaît plutôt au IVe siècle avec d'autres images. Alors,
Le lieu sacré est délimité par 2 arbres aux branches tordues et aux fleurs conventionnelles, et on trouve tout à fait ce type d'arbre sur les autres bols bactriens. Le berger est identifié très clairement parce qu'il a un bâton recourbé. C'est le bâton qui sert à pousser le cheptel, attribut habituel de son métier dans l'art antique. Et l'autre personnage, qui pourrait être aussi un berger, mais lui, il a une grande écharpe qui indique des personnages, disons, liés à la royauté, divins ou liés à la royauté. Donc on a là un personnage qui visiblement a un statut supérieur. Ça va évidemment être décisif pour l'interprétation. Bien, eh ben je vous laisse ici. J'espère avoir piqué votre curiosité et on revient la semaine prochaine.